Elle me présentait comme son neveu. C'était la règle, la couverture, le masque. À chaque dîner, chaque sortie, chaque présentation dans son cercle privé, je devenais ce garçon un peu perdu, un peu naïf, recueilli par bonté, protégé comme un membre de la famille. Mais une fois la porte fermée, une fois les regards détournés, tout changeait. Anna n'était plus ma tante, ni même une femme bienveillante. Elle devenait maîtresse de chaque seconde, chaque geste, chaque souffle. J'étais à elle. Entièrement. Je ne savais pas quand exactement tout cela avait basculé, ni comment elle avait réussi à m'enfermer dans ce rôle ambigu, entre l'apparence et la vérité, entre la façade publique et la soumission privée. Je me rappelle juste de ce soir-là, le premier. J'étais venu passer quelques jours chez elle, après une dispute avec mes parents. J'avais 20 ans, pas d'argent, pas d'endroit où aller, et elle m'avait proposé son appartement, spacieux, lumineux, calme. Je l'appelais Tata Anna, en plaisantant. Elle avait ri, sans corriger. Puis elle avait fixé ce regard que je n'ai jamais oublié, ce regard qui efface les distances et fait taire les volontés. Le soir même, elle m'avait imposé ses règles. Pas d'invité. Pas de sortie sans son autorisation. Pas de porte fermée. Et toujours l'appeler Anna, jamais Tata. J'avais cru à une blague. Jusqu'au moment où elle est entrée dans ma chambre, en pleine nuit, dans sa robe de nuit soyeuse, pieds nus, sans rien dire. Elle s'était assise sur mon lit. Elle m'avait dit, « Tu n'as plus besoin d'aller nulle part. Tu es chez toi ici. Et chez moi, on respecte mes règles. » Puis elle m'avait pris la main, posé doucement sur sa cuisse nue, sans honte, sans hésitation. J'étais paralysé. Pas de peur, pas de dégoût. Juste ce vertige. Celui qu'on ressent quand on sait qu'on franchit une ligne invisible, une ligne qui, une fois franchie, change tout. Depuis ce soir-là, tout était codifié. Elle jouait la bienfaitrice en public, la femme forte, libre, élégante, qui hébergeait ce pauvre garçon perdu. Devant ses amis, elle disait, « C'est le fils de ma cousine. Il est un peu réservé, mais adorable. » Moi, je souriais, je faisais semblant d'avoir honte. Mais en moi, je brûlais. Car je savais que chaque mot cachait autre chose. Chaque sourire, chaque caresse dans mes cheveux, chaque tiens-toi droit ou viens m'aider en cuisine, chaque baiser volé dans le cou lorsqu'on s'éloignait des autres. Tout était un jeu, un théâtre. Et j'étais son acteur muet. Quand nous étions seuls, Anna redevenait l'autre femme. Celle qui me donnait des ordres sans hausser le ton. Celle qui décidait de mes horaires, de mes vêtements, de mes repas. Celle qui, parfois, me faisait attendre des heures à genoux dans sa chambre, juste pour m'apprendre la patience. Elle disait que j'avais besoin de structure, que le monde dehors était trop dur pour moi. Et peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que j'avais trouvé dans cette cage dorée une forme de liberté étrange. Il m'arrivait de vouloir fuir. Parfois, au petit matin, je fixais la porte d'entrée, les clés qu'elle gardait dans sa chambre, son sac accroché près de la coiffeuse. Mais à chaque fois, une part de moi hésitait. Parce qu'en sortant, je n'étais plus personne. Mais avec elle, même enfermé, j'existais. Elle me regardait comme personne ne m'avait jamais regardé. Avec autorité, oui, mais aussi avec une forme d'adoration silencieuse. Elle ne voulait pas me perdre. Et moi, je ne voulais pas me dissoudre dans le monde réel. Un jour, elle a décidé de m'emmener à un dîner très sélect, dans une villa à l'extérieur de la ville. Il y avait des femmes puissantes, des hommes influents, tous bien habillés, bien parlés. Elle m'avait briefé à l'avance, « Tu es mon neveu, tu parles peu, tu souris, tu t'assieds toujours à ma gauche. » Et moi, je l'avais écouté comme un bon élève. Pendant toute la soirée, elle me touchait le genou sous la table, glissait des mots dans mon oreille en riant, des mots comme mon beau garçon, mon précieux secret, ne parle pas trop fort, tu m'appartiens. Personne ne voyait. Ou alors tout le monde voyait et s'en moquait. Ce soir-là, dans la voiture, elle m'a demandé si j'étais à elle. J'ai répondu oui. Elle a dit que ce mot était beau quand je le prononçais. Et elle a continué à conduire, comme si elle venait d'acheter une chose précieuse. La nuit suivante, elle m'a attaché au lit. Pas pour du sexe. Juste pour voir jusqu'où j'irais pour lui obéir. Elle a dit que c'était un test. Elle m'a laissé là, nu, allongé, les poignets noués au cadre. Elle m'a observé. Puis elle s'est endormie à côté, paisiblement. Je ne sais pas si c'était de l'amour. Je ne sais toujours pas. Parfois, je me dis que c'était une forme d'esclavage doux, consenti. Une dépendance étrange entre deux solitudes qui s'imbriquent. Parfois, je me dis que j'étais fou. Mais à chaque fois que je songeais à m'en aller, à tout dénoncer, une part de moi se souvenait de ses mains, de sa voix quand elle disait « reste », de son parfum sur mes draps. Et je restais. Cela a duré des mois. Puis des années. Les gens finissaient par croire à cette histoire de neveu. Ils me voyaient grandir, devenir un homme,
mais toujours à côté d'elle, toujours docile. Un jour, une amie d'Anna m'a regardé longuement et a dit « Il est très dévoué, ton neveu. » Anna a souri. Elle a répondu « Il ne me quittera jamais. » Et elle avait raison. Aujourd'hui encore, je suis là. Elle a vieilli, mais elle garde cette aura, cette puissance douce qui me traverse dès qu'elle entre dans une pièce. Elle n'a plus besoin de me donner d'ordre. Je les devine. Elle n'a plus besoin de me caresser pour me posséder. Elle n'a qu'à me regarder. Je suis devenu l'homme de sa vie, dans l'ombre. Et peut-être que c'est ce que je voulais depuis le début. Être invisible aux yeux du monde, mais indispensable pour elle. Être rien pour les autres, et tout pour Anna. Et puis il y a eu ce soir-là. Celui où j'ai cru qu'elle allait me libérer. Ou me détruire. Peut-être les deux à la fois. Anna était restée silencieuse toute la journée. Pas un mot, pas un regard. Elle m'avait laissé errer dans l'appartement comme un fantôme sans chaîne, sans laisse. J'aurais pu partir. Prendre mes affaires, voler un peu d'argent, m'éclipser, appeler quelqu'un. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que ce silence-là, venant d'elle, faisait plus mal qu'un ordre sec ou qu'un coup de regard glacial. Le soir venu, elle m'a appelé dans sa chambre. Je l'ai trouvée debout, face au miroir, dans une robe noire que je ne lui connaissais pas. Elle ne s'est pas retournée. Elle m'a simplement dit « Assieds-toi ». Je me suis exécuté. « Tu sais ce que tu es devenu pour moi ?» Elle a murmuré. J'ai hésité, j'ai voulu répondre, mais elle a levé la main. « Ne dis rien. Écoute. Tu es mon jouet. Je t'ai façonné. Tu ne saurais plus respirer sans moi, n'est-ce pas ?» J'ai baissé les yeux. Elle avait raison. Et pourtant, je vais partir. Là, j'ai relevé la tête, le cœur en feu. Elle a continué, implacable. Je pars 3 semaines. Seul à Rome j'ai besoin de penser. De voir si je peux vivre sans toi. J'ai senti la panique m'envahir, cette sensation de noyade sans eau, cette brûlure dans la gorge. Mais je n'ai rien dit. Elle est venue vers moi, s'est accroupie, a pris mon visage entre ses mains. Si tu es toujours là quand je reviens, alors je saurai que tu es à moi pour toujours. Sinon, elle n'a pas terminé. Le lendemain, elle est partie. 3 semaines. 21 jours d'errance, de vide, de folie contenue. Les premiers jours, je suis resté enfermé. Je ne dormais pas. Je ne mangeais que le strict minimum. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter, croyant la voir revenir. Et chaque heure de silence me tuait un peu plus. Je pensais à ses gestes, à ses ordres, à son parfum. J'essayais d'imaginer ma vie sans elle. Je n'y arrivais pas. Un jour, j'ai mis ses vêtements, juste pour sentir qu'elle existait encore autour de moi. J'ai dormi dans son lit. Je me suis assis à sa coiffeuse. J'ai relu ses carnets, ses lettres, ses photos. J'étais comme un chien qui attend son maître. Et puis le jour 21 est arrivé. Et avec lui, le bruit de la clé dans la serrure. Mon cœur s'est arrêté. Elle est entrée, plus belle que jamais. Bronzée, calme, rayonnante. Elle m'a regardé, longuement. Je n'avais pas bougé. J'étais là. Figée, elle a déposé ses valises, s'est approchée. Tu es resté. Ce n'était pas une question. C'était une constatation, presque une satisfaction divine. Elle m'a pris dans ses bras. Et j'ai compris que ce test-là était le dernier. Elle n'avait plus besoin de m'enfermer. Car j'étais resté volontairement. J'avais choisi ma prison. Elle m'a offert un collier, ce soir-là. Un simple collier noir, sans signe distinctif. Mais elle m'a dit, porte-le toujours, même sous tes vêtements. Tu es mon secret, mon serviteur, mon homme. Et personne n'a besoin de le savoir sauf toi et moi. Depuis, je ne l'ai jamais quitté. Il est là, sur ma peau, invisible au monde, mais lourd de tout ce que je suis devenu. Les années ont passé. J'ai grandi. Elle a vieilli. Elle ne sort presque plus. Ce sont ses amis qui viennent la voir, parfois. Moi, je fais le thé, je sers, je m'efface. Je redeviens le neveu docile, poli, discret. Mais quand la dernière invitée franchit la porte, elle me fait signe. Et je viens m'asseoir à ses pieds. Elle passe sa main dans mes cheveux blancs maintenant. Et elle me dit doucement, tu es resté. Tu es toujours là. Et tu seras là jusqu'à la fin. Et moi, je hoche la tête. Parce qu'elle a raison. Parce que j'ai oublié comment on vit dehors. Parce que je suis à elle corps et silence.